Bonjour et bienvenue dans ma chaîne La maladie te guérit. Donc c'est le quatrième épisode et je vais aborder un sujet qui m'est très cher, qui est vraiment un problème de santé publique à mes yeux et qui était personnellement la pièce du puzzle qu'il manquait pour que je vienne à bout de mes problèmes digestifs et de mes problèmes de peau. Donc on va parler des parasites, majoritairement des parasites intestinaux. Et je vais commencer par vous parler de ce qui sera certainement le plus intéressant pour vous y reconnaître, ce sont les symptômes. Euh, donc quels sont les symptômes d'une colonisation parasitaire? Il faut savoir que déjà il y a une recrudescence nocturne des symptômes et surtout vers la phase de la pleine lune. Alors désolée de décevoir ceux qui pensaient peut-être être des êtres de lumière avec de la spiritualité parce qu'en période de pleine lune ils étaient très perturbés. Je pense que vous avez certainement plutôt beaucoup de verre dans le cul, pardon pour le terme, mais c'est clairement ça en fait. Pourquoi? Parce que en fait, en phase de lune croissante, les parasites migrent dans l'intestin et ils vont proliférer jusqu'en phase de pleine lune. Donc c'est la période où ils sont la plus actifs puisqu'ils vont venir pondre des œufs en phase de pleine lune. Donc ils vont de l'intestin grêle jusque dans l'anus, ils voyagent de la lune croissante jusqu'au jour J de la pleine lune où ils viennent pondre. Donc il s'avère que pendant cette période, vous allez avoir des troubles du sommeil parce que c'est surtout la nuit qu'ils font ça. Et lorsqu'ils pondent, vous allez avoir du prurite anal, donc des démangeaisons anales. Vous allez vous sentir déjà irritable, surtout vers les périodes de la pleine lune et avoir des troubles du sommeil, surtout vers les périodes de la pleine lune. Et vous allez avoir ces démangeaisons anales qui sont leur moyen pour eux de persister leur espèce, puisque en vous grattant dans votre sommeil ou consciemment, je n'en sais rien, l'anus, vous allez à un moment donné, que vous vouliez ou non, même si vous avez lavé les mains, ça va sous les ongles, c'est hyper coriace, les réingérer par la voie orale, par la bouche, car les œufs avalés, en fait, ils éclosent uniquement dans l'estomac sous l'effet des sucs digestifs et ils libèrent des larves qui, elles, vont migrer dans l'intestin grêle. Et dans l'intestin, les larves vont subir des mues pour devenir adultes et elles vivent environ, là dans le cas des oxyures, 1 mois dans l'intestin et puis là, c'est la période où elles vont migrer pour aller jusque dans l'anus pour pondre et reproduire l'espèce et maintenir la colonisation. Donc voilà, les oxyures, elles vivent 1 mois dans l'organisme humain. Le ténia, lui, il vit 40 ans hein, dans notre corps, hein, si on fait rien. Donc voilà, juste petite info comme ça. Donc parmi donc, les symptômes que j'ai mentionnés, il y a les prurites, donc les démangeaisons anales, mais ça peut aussi être des démangeaisons des oreilles, des yeux. Il y a du bruxisme. Alors ça, c'est une grosse blague parce que moi, en fait, je me plaignais de bruxisme ou pas forcément de bruxisme. Vous savez, c'est quand on se serre la mâchoire la nuit, ou voire même qu'on fait, on se, en fait, on est en train de se ronger les dents la nuit, quoi. Euh, Ça peut être juste du bruxisme ou le grincement des dents ou juste serrer fort les dents la nuit. Et ça, on m'avait fait faire des gouttières. Mon dentiste m'avait fait faire des gouttières. Je suis désolée, je risque de vous faire une perte de bénéfice. Les dentistes, arrêtez de faire des gouttières aux gens qui ont des grincements des dents. Allez juste leur dire de se déparasiter, en fait. Ce serait quand même beaucoup plus honnête. Et ça ferait perdre beaucoup moins de temps aux gens. Donc voilà, le bruxisme, le grincement des dents nocturnes. Et aussi, il y a les troubles digestifs, évidemment. Donc ça peut être de la constipation, de la diarrhée, des gaz, des ballonnements, des douleurs abdominales. C'est assez varié. Les allergies et les intolérances alimentaires, donc pour moi on visait vraiment dans le mille, j'en ai plein et donc pour ceux qui sont intolérants par exemple au lactose, il faut savoir que quand on a la gardiose, donc c'est on a beaucoup de parasites Giardia dans le corps qui nous ont colonisés, ils vont clairement
stopper la production d'enzymes de lactase et du coup on développe une intolérance au lactose. Ça peut être plein d'autres intolérances, mais en tout cas sachez que c'est une piste pour ceux qui ont déclenché une intolérance soudaine au lactose, aux produits laitiers. Les gens qui ont une intolérance aux produits laitiers, même aux produits laitiers crus, parce que ceux qui ont une intolérance aux produits laitiers pasteurisés, bon, on va dire le corps, je pense qu'il fait bien les choses, c'est clairement du poison, c'est de la merde, les produits laitiers pasteurisés. Mais pour les produits laitiers crus, si rien que ça, vous ne le digérez pas, la piste de la gardiose et donc de faire un traitement vermifuge vraiment est à explorer. Ensuite, une fatigue chronique, des troubles possibles du sommeil comme je l'ai mentionné, altération de la mémoire, brouillard mental dans les troubles du sommeil. Et donc il y a de la fatigue chronique, mais on ne va pas forcément tout le temps dormir, ça peut aussi être des insomnies. L'irritabilité, alors surtout vers la période de pleine lune ou le soir, en tout cas avant de se coucher. Mais alors, ça se voit surtout sur les enfants parce que nous, les adultes, on a tellement appris à être dans le self-control et ne pas, se canaliser, qu'on ne montre pas toujours nos symptômes, hein. On n'écoute pas notre corps ou on se bloque. Les enfants, vous les regardez, c'est merveilleux, ils sont nature peinture. Les enfants qui ont des parasitoses, vous allez voir le soir, ce sont des gremlins. Vous avez vu le film, le dessin, c'est un film. Les gremlins, le soir, ils se transforment en petits monstres, ils sont irritables, ils n'arrivent pas à se coucher tôt, ils nous embêtent comme pas possible sur le sommeil, ils veulent pas aller au lit, on arrive à les endormir, il est super tard. Il y en a certains, ils veulent même garder la veilleuse, une lumière, parce qu'en fait, ils savent que les parasites, dès lors que tu vas dormir, donc dans le noir, ils s'éveillent. Donc en fait, ils ont compris. Ils veulent aller à l'encontre, ils veulent pas dormir, ils veulent pas que tout ce processus se fasse, que les parasites continuent de les parasiter, vous voyez ce que je veux dire. Donc l'irritabilité, les problèmes d'endormissement, problèmes du sommeil, vous pourrez le voir vraiment très bien chez les enfants. Il y a des enfants malheureusement qu'on va vouloir dresser sur le sommeil en se disant mais alors lui il est casse-pied, il dort jamais, nanani. Non, peut-être qu'il a juste une colonisation parasitaire, faut le vermifuger votre enfant. Donc c'est vrai que là, faites passer le message à tous les parents, on vermifuge ses enfants. On vermifuge ses enfants. Un enfant qui a des troubles du sommeil, qui dort peu, qui est irritable, qui se gratte les fesses, on pense qu'il découvre son anatomie. Non, vous allez vous allez vermifuger. Donc la dépression, la nervosité, l'anxiété sont aussi possibles en lien avec les parasites. L'anémie, la carence en fer, donc ça c'est surtout dans les parasites des poissons crus. En fait, ils sont très friands de vitamine B12 qui est essentielle aussi pour le fer, donc ça crée des anémies à terme. Il y a aussi des parasites qui viennent se nourrir de sang, donc voilà. Des problèmes de peau, comme je l'ai dit, donc acné, rosacée, eczéma, urticaire, psoriasis. Vous pouvez vraiment chercher la piste de la colonisation parasitaire. Franchement, il y a des gens qui vont se déparasiter, qui vont retrouver une peau de bébé, hein. Ils avaient plein de rosacée, plein d'acné, donc voilà. Après, ça peut aussi être la candidose, ça je ferai une vidéo là-dessus, ça peut être d'autres choses. Mais la piste parasitaire, vraiment, il faut se pencher dessus. Donc la dysbiose, donc c'est un déséquilibre de la flore intestinale, du microbiote. Des douleurs articulaires, musculaires, dorsales sont possibles. Et alors ça, je n'ai pas trouvé de preuves scientifiques à ce sujet, mais j'en ai entendu parler, donc je le dis avec des pincettes, les gens qui ont des verrues, voilà, se pencher sur l'intoxication potentielle aux parasites. Comment on se fait coloniser par les parasites? Alors, il faut savoir que les parasites sont partout, mais tout le monde ne déclenchera pas une parasitose. On peut aussi vivre en parfaite harmonie avec quelques parasites dans notre corps, mais quand ils prennent le dessus, là, on va commencer à avoir des symptômes et on va déclencher une parasitose. Donc ça, c'est encore un problème de terrain, un problème du fait que nos corps sont affaiblis, on ne respecte pas nos natures profondes, on a des modes de vie stressants, on a des modes de vie où même après le boulot, au lieu d'aller se reposer, on va aller se dire je vais faire un after work, je vais boire des bières, je vais manger de la junk food, enfin on fait n'importe quoi. Et puis aussi on prend des antibiotiques par exemple à tout va, donc il y a des gens qui me disent que peut-être 2-3 fois par an ils prennent des antibiotiques parce qu'ils ont une angine, parce qu'ils ont eu un truc, un ci, un mi, mais
Les antibiotiques, ce n'est que dans l'urgence, les amis, hein, c'est un autre sujet, mais bon. Donc, les prédispositions à une colonisation parasitaire, c'est avoir eu au cours de sa vie beaucoup de prises d'antibiotiques, des mauvaises habitudes de sommeil, des mauvaises habitudes alimentaires. Alors, mauvaises habitudes de sommeil, je fais un petit aparté. Pour les gens qui n'arrivent pas à perdre du poids, je ne vais pas vous faire tout un blabla sur la thyroïde et tout, je veux juste vous dire, les gens qui dorment très peu la nuit, ne vous plaignez pas auprès de moi que vous ne perdez pas de poids, parce que bien avant même d'aller faire du sport, il faut dormir suffisamment pour pouvoir maigrir. Voilà. Donc, mauvaise habitude de sommeil, mauvaise habitude alimentaire, stress chronique ou du stress majeur. Avoir des animaux de compagnie, chiens, chats et autres animaux de compagnie, bon bah là, clairement, on vermifuge les animaux, mais il faut vermifuger les humains qui vivent avec les animaux, hein. Les voyages, et pas que dans les pays du tiers-monde. Ne pas laver les aliments. Alors, ne pas laver les aliments, les fruits et légumes peuvent être contaminés. L'eau, pareil, peut être contaminée, donc on met des filtres à l'eau. Les aliments, le problème, c'est que les restaurants, clairement, ils n'ont pas que ça à faire, de perdre du temps à laver nos fruits et légumes avec lesquels ils cuisinent. Ils en ont rien à faire. Il faut que ce soit bon, il ne faut pas que ça respecte les mesures d'hygiène. Donc faites gaffe, les salades bars, les crudités, les ci, les mi dans les restos, faites attention, hein, vraiment, il y a possiblement des parasites. Dans les viandes et les poissons crus ou peu cuits, pareil, mais je ne dis pas qu'il faut manger de la semelle, moi j'adore le steak tartare, je suis fan, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de poissons crus, j'adore les sushis, même si par contre je sais que les poissons utilisés dans les sushis, c'est clairement de la daube en termes de qualité. Mais il faut vraiment soigner son terrain pour avoir un intestin et tout un système digestif qui va bien, qui fonctionne bien pour pouvoir sortir les parasites quand on en ingère. Et évidemment, on essaye aussi au maximum de laver ses fruits et légumes. Le mieux, c'est de les rincer aussi au vinaigre blanc. Là, on est sûr. Après, bon, si on n'a pas le temps, déjà à l'eau, hein, c'est important, enfin, c'est juste une base. Et il y a des gens, je vois, ils ne lavent pas leurs fruits et légumes parce qu'ils disent « Ouais, mais ça, je l'épluche. » Mais non, en fait, vous lavez vos fruits et légumes, même ceux qui sont épluchés, hein, parce que ça passe quand même. Quand on épluche, enfin, je veux dire, les larves, elles sont microscopiques. Elles vont passer. Elles vont nous atteindre. Et ensuite, pour les viandes, bien sûr, on prend des viandes le plus possible de qualité, qui ont été conditionnées dans des bonnes conditions d'hygiène. Et il y en a aussi donc sur les sols, sur les plages, parce que la transmission parasitaire n'est pas que par voie orale, elle est aussi par voie transcutanée possiblement. Elle est sexuellement transmissible. Alors après, je vous raconterai des anecdotes, ça va être très intéressant. Mais ouais, c'est aussi sexuellement transmissible. Et les œufs restent sur les surfaces de contact. Donc, par exemple, sur l'argent, les billets, les pièces, sur les WC, les poignées, voilà. Et autre chose, alors ça, c'est beaucoup plus triste. J'ai fait mes recherches et en fait, il y a beaucoup de parasites qui passent la barrière placentaire et qui vont rejoindre la circulation sanguine fœtale. Donc, on peut se faire intoxiquer in utero quand on était dans le ventre de notre maman, qui, elle, avait des parasites. Donc voilà, on est encore avec des bâtons dans les roues. Je pense même potentiellement que c'est ce que j'ai fait filer à mes enfants. Enfin, là, actuellement, on est sur un bon protocole et tout va mieux. Mais je pense que c'est comme ça. Après, je veux dire, les enfants aussi, ils jouent dans le bac à sable. Ils ont des animaux, etc. Enfin, ça s'attrape partout. Faut pas non plus tout le temps se sentir coupable. Mais je veux bien mentionner quand même la voie in utero. Donc avant, quand vous avez des projets de grossesse, faites des traitements antiparasitaires. Donc ce que génère quand même les parasites, hein, il faut le savoir, et notamment les parasites intestinaux, parce qu'il y a des parasites qui migrent dans le foie, dans les poumons, dans le cerveau, dans les yeux, voilà, ça peut quand même aller loin. Les parasites génèrent des retards de croissance. Alors vous avez un enfant, vous n'avez pas été à l'écoute, c'est pas de votre faute, on vous en parle pas assez, hein. Il se mettait souvent les doigts dans les fesses, il avait des diarrhées ou de la constipation, il s'endormait très tard le soir, vous ne compreniez pas, il était agité, irritable ou quoi. Et surtout, il grandit lentement, c'est-à-dire qu'il va avoir sur sa courbe de croissance des phases de stagnation, que ce soit le poids ou la taille, mais la taille aussi, hein, c'est vraiment impacté. Alors, il faut quand même que vous
alliez vous pencher sur... Enfin, vous faites un traitement antiparasitaire, clairement, ni plus ni moins. Pourquoi? Parce que en fait, les parasites sont quasiment indétectables dans les selles. En fait, on fait des coprocultures. Les médecins disent oui, on va faire des prélèvements de selles, on va regarder si on trouve des larves, des œufs, nanani. Alors, il y a quand même la plupart des spécialistes qui ont fait des recherches qui estiment qu'il y a 8% de probabilité de détecter des parasites dans les selles. Larves, œufs, tout confondu. Donc, clairement, la coproculture n'est pas un test fiable. Le test, il doit reposer juste sur les symptômes cliniques. Et à partir des symptômes cliniques, vous pouvez vous dire, je fais une cure antiparasitaire, que ce soit du préventif, du curatif, il n'y a pas de risque. Surtout que moi, les cures antiparasitaires que je recommande, c'est des plantes. Il n'y a pas d'effet secondaire, ce n'est pas hépatotoxique, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de résistance, parce qu'il faut savoir que les traitements, les médicaments chimiques antiparasitaires, Flagyl, Fluvermal, machin bidule, ça peut générer des résistances. Les parasites peuvent... créer des résistances, surtout le Flagyl d'ailleurs. Alors que les plantes, il n'y a ni résistance, ni effet secondaire. Il faut savoir que depuis la nuit des temps, on se vermifuge. Au Moyen-Âge, ils utilisaient l'absinthe, pas l'alcool, la plante. Les mamans, elles utilisaient de l'ail, elles utilisaient plein de méthodes. Enfin, vraiment, se faire vermifuger, c'était classique. Ça faisait partie des choses vraiment, je veux dire, nous de nos jours, le truc classique, c'est je te donne un petit Doliprane parce que t'as 3 fois rien. À l'époque, on vermifugeait comme ça, mais par contre, c'était utile, pas le Doliprane. Donc, à moins que... Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Le Doliprane, ça fait plein de problèmes au niveau du glutathion, au niveau de plein de choses. Donc, là, en tout cas, le vermifuge, on a oublié à quel point c'était important de le faire. On a des enfants qui se retrouvent avec des intoxications, des colonisations parasitaires depuis l'enfance, qui arrivent à l'âge adulte avec toujours des symptômes et plein de problèmes, plein de carences, plein de choses possibles. Et c'est d'une tristesse. Je vais vous parler des vers intestinaux principalement. Donc la famille des helminthes. La famille des helminthes, elle comporte principalement les ténias, les oxyures, les ankylostomes et les ascaris. Alors en fait, ce sont des parasites qui bloquent la réponse cellulaire, donc la partie du système immunitaire qui attaque le pathogène à l'intérieur des cellules. Donc cette réponse immunitaire humorale, donc les anticorps, en fait, elle est bloquée. Donc les helminthes, ils peuvent abriter les virus, notamment les virus du groupe herpès, zona... aussi le zona, aussi l'Epstein-Barr virus, donc qui génère la mononucléose, le cytomégalovirus. Enfin, en fait, ils gardent en eux les virus et souvent, ils vont les réactiver. Donc, vous avez régulièrement des boutons de fièvre ou de l'herpès, que ce soit génital, que ce soit labial, voilà, qui se réveillent ou autre type de virus qui récidive régulièrement. Pensez du coup à la colonisation parasitaire. Donc les parasites tels que Blastocystis hominis, ils causent surtout des troubles intestinaux comme les ballonnements, les douleurs abdominales, les diarrhées, les gaz, la fatigue, et ils faussent très souvent les diagnostics du syndrome de l'intestin irritable. Beaucoup de syndromes de l'intestin irritable sont des intoxications, enfin des colonisations de Blastocystis, le parasite. Donc, il faut vraiment se vermifuger parce qu'on peut avoir des diagnostics à tort et toute sa vie se dire je dois retirer tel et tel aliment parce que j'ai le syndrome de l'intestin irritable et si émis. Non. Ensuite, le parasite anguillule, il est présent dans les zones tropicales et subtropicales, mais on peut aussi le retrouver en Europe. Et il passe à travers la peau, donc comme je disais, dans le sable des plages, et il génère des reflux, des poussées cutanées eczématiformes, des troubles digestifs, de la fatigue, de la toux, des sifflements comme l'asthme. Il voyage dans les poumons, dans certains autres organes, il crée des intolérances alimentaires. Il perturbe les cycles avec beaucoup de syndromes prémenstruels, donc les douleurs avant les règles. Donc voilà, là il faut penser à ce parasite. Sachant que le traitement antiparasitaire c'est génial, c'est le même quasiment pour tous les parasites.
Ensuite, je vais vous parler des complications possibles avec les parasites. Il faut savoir que les oxyures, qui sont quand même les parasites les plus courants, je dirais, génèrent, quand il y a une trop grande colonisation dans le corps, l'appendicite. Vous avez eu l'appendicite, peut-être que c'était à cause des oxyures dans votre corps, qui étaient en surnombre et qui vous ont généré une inflammation de l'appendice. Les ascaris, eux, en surnombre, ils vont aller jusqu'à l'occlusion intestinale. Les ankylostomes jusqu'à l'anémie. Donc les anémies pour lesquelles on ne trouve pas de solution, pensez à ce parasite. La giardia, donc j'ai dit la gardiose, donc quand on est intoxiqué par le parasite giardia, il génère du coup l'intolérance au lactose, mais aussi des diarrhées persistantes. Et blastocystis hominis, il génère le syndrome du côlon irritable. Voilà. Je vais vous sortir des petites anecdotes des études scientifiques qui ont été faites sur la toxoplasmose et les troubles mentaux associés. Alors, il faut savoir que le parasite Toxoplasma gondii, donc c'est le parasite de la toxoplasmose qui est normalement majoritairement chez les chats, c'est un facteur de risque de la schizophrénie, de la bipolarité, des troubles obsessionnels compulsifs, donc les TOC, et des addictions. Donc les personnes porteuses de la toxoplasmose, donc qui ont une sérologie positive, il faut savoir que ce parasite, il est enclisté en sommeil dans votre cerveau. Et le parasite de la toxoplasmose, il est transmis sexuellement. Et en fait, c'est un parasite qui agit sur les neurotransmetteurs. Pourquoi ? Parce qu'il a des stratégies de reproduction et de survie incroyables. On l'avait déjà vu chez le rat. Vous savez l'histoire des rats qui, quand ils ont la toxoplasmose, en fait, donc les rats sont des vecteurs de la toxoplasmose, mais le parasite ne peut vivre pleinement que dans son hôte principal qui est le chat. Donc qu'est-ce que fait le rat ? En fait, le parasite va envoyer des faux messages dans le cerveau. Enfin, en fait, il va faire des conneries avec les neurotransmetteurs, la dopamine, etc., qui vont créer une attirance fatale pour les chats. Donc le rat va avoir une attirance fatale pour son prédateur. Donc il n'aura plus peur de son prédateur, il va venir limite, il va venir sous son nez pour se faire bouffer. Bah c'est clairement ça. Vous pouvez faire votre petite recherche sur internet de toutes les études et même il y a des vidéos là-dessus. Mais chez l'humain, comme c'est aussi un parasite transmis du coup sexuellement chez l'humain, il y a une étude, il n'y a eu que 213 participants, c'est pas non plus une étude de fou, mais elle a montré que les hommes et les femmes qui étaient porteurs donc de la toxoplasmose, ils avaient eu plus de partenaires sexuels dans leur vie. Comme je vous l'ai dit, ça agit sur les neurotransmetteurs. Et que les femmes porteuses donc de la toxoplasmose, elles étaient plus ouvertes et conviviales en termes de personnalité, et les hommes plus introvertis et méfiants. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est une étude de 213 participants, c'est pas non plus une analyse extraordinaire, mais c'est quand même intéressant. En tout cas, il faut savoir que les parasites, ils peuvent faire plein de troubles, mais ils peuvent aussi en faire au niveau du système nerveux. Et oui, notre système nerveux, de toute façon, il est mis à rude épreuve avec plein de pathogènes cachés qui vivent en nous, et on peut clairement avoir des problèmes de l'ordre psychiatrique à cause de pathogènes, et ça on ne le sait pas en fait. Il y a des gens qui sont en psychiatrie alors qu'ils ont je sais pas, une intolérance à l'histamine sévère, des parasites intestinaux, une colonisation énorme, une intoxication moisissure. Il y a plein de choses qui peuvent être la cause, et on ne cherche jamais les causes profondes. On va vous foutre des antidépresseurs, on va vous dire d'aller faire un séjour en psychiatrie, etc. On va vous dire vous êtes dépressif, vous êtes donc c'est triste en fait. On voit que on est souvent victime de choses à l'intérieur de soi qui viennent nous faire disjoncter en fait au niveau du cerveau. Et les chercheurs ont aussi fait un lien, d'ailleurs, il y a une étude américaine sur le lien entre le virus de l'herpès et la constipation. En fait, ça a du sens puisque, je vous l'ai dit, les virus latents sont contenus par les parasites, enfin souvent. Donc,
En fait, les parasites créent de la constipation. Donc en fait, le lien, il manque juste un élément, c'est le parasite, le lien entre herpès, constipation, parasitose. Voilà. Et enfin, je vais vous parler de comment en fait on peut tuer tout ça pour arrêter de se faire parasiter au sens propre, au sens figuré. Il y a quand même une belle symbolique derrière, hein, puisque tout le monde n'est pas sujet à la parasitose et je pense qu'il y a certaines personnalités qui le sont un peu plus que d'autres. Donc il faut savoir que pour des colonisations chroniques, quand on est fortement colonisé, les plantes, elles sont plus efficaces que les médicaments antiparasitaires. Parce que déjà, les médicaments antiparasitaires, comme ils ont des effets secondaires, qu'en plus ils génèrent des résistances, on les prend sur du court terme. En plus, c'est hyper réductionniste ce qu'il y a sur la notice. Ça nous dit, vous le prenez pendant 3 jours, puis vous le reprenez 15 jours après, et basta. Donc, ils partent du principe que les vers vont pondre leurs larves 15 à 20 jours après. Donc, je veux dire, une marge d'erreur énorme. Tous les parasites dans notre corps n'ont pas le même âge, donc tous les parasites dans notre corps ne vont pas pondre au même moment. Surtout qu'il faut essayer de se caler avec la pleine lune, c'est le top. Et surtout, il y a toujours des larves ou des œufs qui vont passer à la trappe de ces traitements antiparasitaires. Il faut aller pour être sûr que tous les cycles de reproduction des parasites soient pris dans la période où on se déparasite, il faut aller jusqu'à au moins 2 mois de traitement. Et le top du top, pour être sûr d'avoir tout sorti, ce serait 5 mois. Donc pour les colonisations chroniques, on utilise vraiment des plantes pour éviter les effets secondaires, se fatiguer le foie et les émonctoires, parce qu'il faut vraiment ouvrir ses voies de drainage, faut avoir le côlon. En fait, il faut traiter la constipation parce que vous allez tuer, il faut que ça sorte. Il faut aussi traiter le foie parce qu'ils vont libérer des toxines. Il faut savoir que les parasites, ils retiennent les métaux lourds. D'ailleurs, on a fait un lien entre l'autisme, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, là, le TDAH, et les métaux lourds. Donc les gens qui sont très intoxiqués aux métaux lourds ont plus de probabilité de développer de l'autisme ou des TDAH. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a réussi à faire des expériences où on a diminué les symptômes de ces personnes-là en les colonisant volontairement par des parasites? Ouais, on a fait ça. L'idée peut être pas mal, hein. Et donc, pourquoi? C'est parce que les parasites, ils viennent piéger à l'intérieur d'eux les métaux lourds. Donc c'est bien, ça protège le corps, ils ont les métaux lourds en eux, mais du coup, ils peuvent générer, quand ils prennent trop de place dans le corps, plein d'autres symptômes. Et par contre, quand on les tue et qu'on se déparasite, ils relarguent les métaux lourds. Donc il faut être sûr d'avoir les voies de drainage qui sont en bonne santé, parce qu'on peut se faire des réactions d'Alzheimer, on peut se faire des réactions où le corps, ça fait un cocktail à l'intérieur, il faut que ça sorte. Donc on aide à drainer le foie, on le soutient, tous les émonctoires, les reins, la lymphe, le côlon, comme ça, vous faites vos recherches. C'est assez simple, c'est pareil avec des méthodes naturelles. Donc, on tue les adultes, mais souvent on manque les larves. C'est pour ça qu'il faut aller jusqu'à 2, 3, 4, parfois 5 mois de cure. Et qu'est-ce qu'on prend? Donc, les plantes ayurvédiques sont le top. La vidanga, le neem, la triphala, c'est génial. Il existe des labos qui font carrément des synergies de ces 3 plantes dans des petites gélules. Là, ils les ont déshydratées, mis en poudre et voilà. Moi, j'en ai marre de bouffer des gélules, donc j'ouvre la gélule et je prends que l'intérieur. J'avale avec de l'eau. Donc, il y a aussi les clous de girofle, l'absinthe, la plante, pas l'alcool, le noyer noir. La berbérine, l'ail, donc l'aïcine et l'huile d'origan, mais c'est quand même moins efficace que ce que j'ai mentionné juste avant, donc les plantes ayurvédiques et tout ce qui est clou de girofle, noyer noir et tout. Et vous tapez, après on peut en discuter en privé, mais moi j'ai aucune affiliation avec aucun labo, je cherche juste ceux qui ont le moins d'additifs, le moins de trucs toxiques et tout, le plus pur possible, et qui ont le plus de mélange de plantes synergiques, et je me fais mes cures. Donc les cures antiparasitaires, elles sont à privilégier, surtout aussi si vous souffrez, comme je disais, de virus latents. Donc les gens qui ont par exemple de l'herpès qui récidive régulièrement ou quoi. Oui, ça vient quand on est stressé, quand on s'immisce, c'est juste quand on diminue notre système immunitaire, mais c'est les parasites qui relarguent.
Et du coup, on travaille à fond pendant que l'on fait ça sur l'ouverture des voies de drainage. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je vais vraiment faire une vidéo là-dessus parce que j'ai peur que ce soit... enfin, que ça ne vous parle pas. Mais sinon, faites vos recherches, c'est relativement simple. Il y a plein de méthodes. On peut se mettre une bouillotte chaude le soir pour aider le foie à travailler. On peut se faire des lavements pour le côlon. Alors ça, pareil, vaut mieux se faire accompagner, faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Et bah écoutez, en tout cas, c'était un plaisir de vous partager ces connaissances. J'espère que ça va vous apporter des clés. Peut-être que vous êtes reconnu, peut-être que vous avez reconnu votre enfant, votre neveu, votre nièce, qu'importe. En tout cas, faites passer le message. Et si vous avez les moindres questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Au revoir!